Imaginons un instant avoir 85 millions de dollars de fonds publics et privés à investir. Le but, c'est de construire un complexe sportif ultra moderne. Instinctivement, on se dit qu'on va chercher un grand terrain dégagé, peut-être au bord de l'eau ou au cœur d'un parc bien vert. Ouais, c'est l'image classique du beau projet urbain. Exactement. Le dernier endroit au monde où on penserait à couler du béton pour des infrastructures de classe mondiale, c'est directement sous une autoroute assourdissante. Au milieu des piliers, dans les gaz d'échappement. C'est clair que ça ne fait pas rêver sur papier. Et pourtant, dans la métropole montréalaise, en ce mois d'avril 2026, c'est très exactement ce qui est en train de se passer. Et contre toute attente, c'est vu comme un véritable coup de génie urbain. En fait, c'est ce qui rend la lecture de nos sources d'aujourd'hui, notamment les rapports qu'on a épluchés sur wikiresidence.ca et infodrone.ca, si captivante. On observe une vraie mutation. Une mutation dans la façon de concevoir la ville, c'est ça, hein? Tout à fait. Pendant des décennies, l'approche était super simple. On cherchait un terrain vierge, on construisait dessus et on maximisait le rendement spéculatif. Mais aujourd'hui, face à la densité et surtout à la crise du logement, l'espace manque cruellement. Bah oui, il n'y a plus de terrain vide au centre-ville. Exact. Donc les villes sont forcées d'être créatives. Elles doivent regarder les zones qu'elles ont historiquement ignorées ou même considérées comme des nuisances pour y trouver des solutions pérennes. Ce qui nous amène à la mission de notre analyse en profondeur aujourd'hui. On va décortiquer comment cette réinvention fonctionne sur le terrain. Parce que les documents qu'on a sous les yeux, ils racontent une histoire assez incroyable. Oui, on n'est pas du tout sur un rapport immobilier aride. Non, vraiment pas. On parle de ce qu'on appelle un urbanisme de l'ombre ou urbanisme de résilience. Prenons ce fameux complexe sportif dont je parlais. C'est le Paul Gadebois, dans le quartier du Sud-Ouest. Un projet massif. Massif, le mot est faible. L'investissement est colossal. On parle de 23 millions du gouvernement juste pour les aménagements extérieurs et de 64,7 millions pour le bâtiment lui-même. Et tout ça coincé sous l'autoroute 15. Sous l'autoroute 15, ils y construisent un skatepark de calibre professionnel, des terrains sportifs et ils verdissent massivement la zone. Mais au départ, ça semble tellement contre-intuitif. Pourquoi on irait placer des jeunes qui font du sport en dessous d'un viaduc? La logique devient évidente quand on s'arrête sur la valeur foncière de ces espaces. En fait, ces terrains sur les infrastructures lourdes, ils sont juridiquement et techniquement inconstructibles pour du résidentiel. Ah, on ne peut pas y mettre de condos de toute façon. Voilà. Ni du commercial classique. Donc, leur valeur marchande est, à toute fin pratique, de zéro. La ville possède d'immenses corridors d'espace vides qui ne servent absolument à rien. Donc, autant s'en servir. C'est ça. En y installant des activités sportives et particulièrement des sports urbains bruyants, comme le skateboard ou le basketball, on crée une synergie étonnante. Le vacarme de l'autoroute au-dessus masque déjà les sons du parc en dessous. Ah ouais. On dérange pas le voisinage parce que le voisinage entend déjà l'autoroute. Exactement. C'est la métamorphose d'une nuisance en un véritable atout. C'est comme trouver un sous-sol encombré et sombre dans sa propre maison, un endroit qu'on a toujours évité. Et soudainement, on réalise qu'avec le bon éclairage, ça fait un gymnase parfait. On peut y faire un bruit infernal sans réveiller personne en haut. C'est une excellente analogie. Et il y a un autre avantage majeur mentionné dans les rapports, lié à la météo. Ah oui, la protection contre la pluie et la neige. Oui, le viaduc agit comme un gigantesque toit naturel. Cette immunité partielle aux intempéries permet de prolonger considérablement la saison d'utilisation. Les données montrent que la fréquentation augmente de 20 à 30% par rapport à un parc traditionnel à ciel ouvert. Waouh, 30%, c'est énorme pour une infrastructure publique. C'est énorme. Et ce n'est pas qu'une théorie. Le projet pionnier du viaduc Van Horn, qu'on a vu il y a quelques années, avait déjà prouvé qu'un espace bétonné et hostile pouvait devenir un centre de gravité communautaire. On transforme une cicatrice urbaine en atout de santé publique. D'ailleurs, les documents pointent que cette réflexion s'étend à d'autres infrastructures lourdes. Ils parlent de l'autoroute 40 avec un concept de corridor qu'ils appellent la métropolitaine. Un jeu de mots avec la métropolitaine, oui. C'est ça. Et ils mentionnent la création de rues éponges pour gérer les eaux et l'utilisation des abords des colonnes pour filtrer la pollution. Mais là, j'ai un peu de mal à visualiser. Comment une rue de béton peut agir comme une éponge? En fait, l'ingénierie urbaine traditionnelle, c'était super simple. On asphalte tout et on envoie toute l'eau de pluie le plus vite possible vers les égouts. Ce qui fait déborder le système quand il y a des grosses tempêtes. Exact, ça cause des refoulements. Une rue éponge fait exactement l'inverse. On utilise des matériaux perméables, des bassins de biorétention et des plantations très spécifiques. Donc de la végétation pensée pour ça. Oui, quand il pleut, l'eau,
qui est chargé de microplastiques provenant des pneus et d'hydrocarbures, ruisselle vers ces zones végétalisées. Les plantes et le sol filtrent naturellement ces polluants. Avant que ça n'arrive dans le réseau municipal. Exactement, l'eau rejoint doucement la nappe phréatique, propre. Autour d'une autoroute très polluante comme la 40, c'est un mécanisme de dépollution décentralisé qui est extrêmement efficace. D'accord, donc le mécanisme est brillant, on règle un problème environnemental tout en embellissant un espace mort. Mais euh, il y a une ironie brutale dans la planification urbaine, tu sais. Laquelle? Si on prend un quartier délaissé, qu'on y construit un pôle sportif de 85 millions, des rues éponges pleines de verdure, La qualité de vie augmente. voilà. Et inévitablement, les loyers vont grimper. Les sources évoquent déjà des hausses de valeur immobilière de 5 à 12% autour de ces nouveaux aménagements. Comment on empêche ce magnifique nouveau skatepark de chasser par la gentrification les jeunes pour qui on l'a construit? C'est vraiment le défi central de toute revitalisation. Si on embellit l'espace public sans créer un bouclier autour du marché immobilier local, on ne fait que déplacer la vulnérabilité sociale un peu plus loin. Ça repousse le problème en périphérie. Exact. Et c'est là qu'intervient la deuxième grande tendance soulevée par les rapports, l'offensive de l'immobilier solidaire, ou ce qu'on appelle l'immobilier hors marché. Donc des logements qui ne sont pas soumis à la spéculation. C'est ça. La communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, a bien compris que le problème déborde de l'île centrale. Elle a lancé un fonds de démarrage de 50 millions de dollars visant les couronnes nord et sud. Le but, c'est d'atteindre 20% de logements hors marché d'ici 2050. Juste pour être clair pour ceux qui nous écoutent, quand on dit hors marché, on parle de logements gérés par des coopératives ou des organismes à but non lucratif, où le loyer est basé sur le coût d'opération réel. C'est bien ça? Pas sur ce que le marché peut tolérer de justesse. C'est tout à fait ça. L'objectif, c'est d'éviter que ces secteurs périphériques ne deviennent des banlieues inabordables. Et sur l'île de Montréal même, l'approche est très ciblée sur les populations vulnérables. Il y a un exemple dans les sources, je crois. Oui, le projet du YWCA, le projet résidentiel dans l'arrondissement Ville-Marie, c'est un investissement de 45 millions de dollars au 1275 de Lorimier, Pour construire des logements neufs, pour créer 96 logements permanents pour femmes. Mais ce qui est crucial, c'est pas juste d'offrir un toit, c'est le modèle. Ils incluent un carrefour 360 degrés. un carrefour 360, donc du soutien psychosocial intégré directement dans le bâtiment. Et on voit une dynamique similaire sur le plateau Mont-Royal avec l'organisme Le Chaînon. Oui, un organisme très connu. Ils ont acquis une ancienne clinique chirurgicale privée sur l'avenue de l'Esplanade et ils transforment cette clinique en 35 appartements permanents, toujours pour des femmes, avec un budget de 15 à 18 millions. Mais là, je dois poser la question difficile. Je t'écoute. En toute impartialité, quand on regarde les chiffres, 50 millions par-ci, 45 millions par-là, 18 millions pour seulement 35 appartements. Avec tout cet argent public et ces dons, ce modèle est-il vraiment viable à long terme? Ou est-ce qu'on est en train de créer un gouffre financier pour maintenir ces espaces artificiellement abordables? C'est une question très légitime, et c'est une critique qu'on entend souvent, mais les données économiques des rapports dressent un portrait assez différent de ce qu'on pourrait penser. D'accord. Qu'est-ce qu'elles disent, ces données? D'un point de vue purement comptable, les études d'impact montrent que chaque dollar investi dans un logement permanent avec soutien permet d'économiser environ 2,50 $ en frais de service public. Attends. Comment le fait de payer l'appartement et le soutien de quelqu'un permet à la ville de s'enrichir ou en tout cas d'économiser de l'argent? Il faut regarder les coûts invisibles de la précarité extrême. Quand une personne est dans la rue, elle interagit constamment avec les services d'urgence. Ah, la police, les ambulances. Intervention judiciaire et le coût énorme des refuges temporaires chaque nuit. C'est vrai qu'un lit d'hôpital ou de refuge d'urgence coûte une fortune. Exactement. En offrant un logement stable couplé à ce fameux carrefour 360, on neutralise ces urgences. Oui, l'investissement initial est lourd, mais la facture sociétale quotidienne, elle, chute de façon drastique. Donc, le retour sur investissement ne se lie pas dans le profit d'un promoteur, mais dans les budgets non dépensés par les hôpitaux et la police. C'est super frappant vu comme ça. Et symboliquement, le projet du chaînon est extrêmement puissant. Ah oui, transformer une clinique privée en refuge public. C'est ça, prendre un lieu conçu pour payer afin d'obtenir un soin et le convertir en espace de sécurité communautaire, ça illustre un glissement majeur. On passe d'un bâtiment évalué pour sa valeur d'échange sur le marché à un bâtiment évalué pour sa valeur d'usage. Un filet de sécurité physique pour les individus, mais protéger les individus, ce n'est qu'une partie du puzzle. Oui, il y a le quartier lui-même.
Exact. Si on sauvegarde les logements, mais que les petits commerces autour ferment, que les lieux de rassemblement disparaissent, on finit avec des villes dortoirs, le quartier perd son âme. Et ça nous amène à cette troisième tendance fascinante dans les documents, l'économie sociale qui s'empare du patrimoine. Les arrondissements utilisent le patrimoine comme un vrai rempart contre la perte d'identité. Dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, par exemple, Oui, le fameux marché. l'ancien marché Maisonneuve, oui, l'arrondissement y injecte 6 millions de dollars pour sa restauration. C'est un bâtiment magnifique de 1912 conçu par Marius Dufresne. Mais pourquoi ne pas juste construire une structure moderne qui coûterait probablement moins cher en entretien? Parce qu'en préservant ce pôle historique, qui attire déjà la population, on fait du city branding intelligent. On consolide un espace de fierté citoyenne. Mettre 6 millions aujourd'hui en entretien préventif, ça évite une dégradation qui forcerait une reconstruction astronomique dans 20 ans. C'est vrai. Et ça, c'est à l'échelle d'un arrondissement entier. Mais il y a un autre projet, à une échelle hyper locale, qui m'a vraiment interpellé dans les rapports. L'épicerie Monette ? L'épicerie Monette, oui, dans le vieux Pointe-aux-Trembles. On parle d'un budget d'un peu plus d'1 million de dollars pour prendre une résidence patrimoniale et la transformer en épicerie café solidaire. Mais ce qui est fou, c'est leur mécanique financière. Le financement citoyen ? Oui, par obligation communautaire. En gros, ils cherchent à amasser 75 000 dollars divisés en petites tranches de 500 dollars en offrant aux citoyens un intérêt de 4% sur 5 ans. Au début, j'ai cru que c'était du sociofinancement classique du genre « tu donnes de l'argent et tu reçois un T-shirt avec le logo de l'épicerie Non, c'est beaucoup plus complexe et intéressant que ça. Le sociofinancement repose souvent sur le don. L'obligation communautaire, c'est un véritable instrument financier. ». Donc, au lieu d'aller voir une banque, Voilà. Au lieu de demander un prêt à une grande banque qui extrairait les intérêts hors de la communauté pour ses actionnaires, le projet emprunte à ses propres voisins. Le citoyen qui met 500 dollars ne fait pas la charité. Il obtient un rendement de 4%. C'est compétitif avec des placements garantis standards. c'est brillant. L'argent reste dans le quartier et l'investisseur finance littéralement le frigo où il va acheter ses propres légumes. C'est la boucle parfaite. Et physiquement, le résultat de cette boucle, c'est la création d'un tiers-lieu. C'est un concept crucial en urbanisme moderne. Un tiers-lieu, c'est-à-dire? Le premier lieu, c'est ton domicile. Le deuxième, c'est ton lieu de travail. Le tiers-lieu, c'est l'espace neutre et accessible. Un endroit où tu tisses des liens sociaux sans avoir l'obligation de dépenser beaucoup d'argent. Un café solidaire, une place publique, une bibliothèque. Et si on n'a pas ces lieux-là? L'isolement social explose. L'épicerie Monette transforme un potentiel désert alimentaire en carrefour de résilience. La communauté possède son commerce. Elle devient donc immunisée contre la spéculation qui aurait pu transformer cette maison historique en condo de luxe. D'accord, donc on a vu des initiatives hyper locales, des skateparks sous des viaducs, des cliniques devenues des appartements, des épiceries financées par les voisins. Tout ça crée une base communautaire très solide. Absolument. Mais soyons réalistes un instant. Une métropole comme Montréal ne roule pas juste avec des micro-projets solidaires. Il faut de l'emploi, il faut des capitaux, il faut une mécanique macroéconomique pour payer nos routes et nos métros. Comment ces petites mailles locales s'imbriquent dans le grand rouage de l'économie? En fait, c'est justement la solidité de ces milieux de vie locaux qui permet d'attirer les grands catalyseurs économiques. Comment ça? Les grandes entreprises d'aujourd'hui ne cherchent plus juste des mètres carrés de bureaux pas chers. Elles cherchent des quartiers vivants où leurs employés auront envie de vivre, de se déplacer facilement, d'élever des familles. Prenez le déménagement du siège social d'Intelcom. Le géant de la logistique, oui. Ils ont décidé de s'installer dans le complexe La Cité, en plein centre-ville. C'est un signal macroéconomique très fort. Ça valide l'attractivité du cœur de la métropole. Le centre-ville n'est pas mort. Il se redéfinit autour d'espaces de travail intégrés à des milieux de vie mixtes. Et cette attractivité, elle dépend énormément de la mobilité. La façon dont on se déplace, c'est le système sanguin de l'économie urbaine. D'ailleurs, les rapports parlent de travaux colossaux dans Ahuntsic-Cartierville, au carrefour de l'Acadie et Henri Bourassa. Oui, un point névralgique. On y voit un budget de plus de 15 millions de dollars, juste pour sécuriser une intersection. Au début, ça semble complètement démesuré pour un carrefour, jusqu'à ce qu'on lise le contexte. C'est lié au REM, le réseau express métropolitain. Exactement. Historiquement, cette intersection a été pensée uniquement pour le débit automobile, ce qui la rend extrêmement hostile et même dangereuse pour les piétons ou les cyclistes qui veulent juste rejoindre la nouvelle gare du ruisseau du REM. Donc personne ne veut y marcher. Non. Alors, investir 15 millions pour apaiser cette zone, c'est un énorme levier économique.
Dès qu'un accès au transport lourd est sécurisé, les promoteurs immobiliers débarquent. Ah, d'où les projets Krone et Henri B. Voilà. Ces méga-projets poussent dans le secteur parce que la ville a sécurisé l'intersection. C'est ce qu'on appelle le développement axé sur le transport en commun. La ville investit dans la sécurité et ça débloque des centaines de millions en développement résidentiel et commercial autour de la gare. Ça désenclave tout le quartier nord. C'est un effet domino impressionnant. Une rue apaisée mène à une gare, la gare attire des tours d'habitation, et ces tours génèrent des taxes foncières pour la ville. C'est payant pour tout le monde. Et en termes de retombées économiques géantes, on doit parler de l'événementiel sportif. Les sources notent que du 20 au 27 septembre 2026, on accueille les championnats du monde route de l'UCI. Avec plus de 1000 cyclistes professionnels attendus. Et des retombées projetées de 170 millions de dollars pour le Québec. Ce genre de méga-événement, ça remplit les hôtels, les restaurants, ça met la ville sous les projecteurs. Oui, mais au-delà du tourisme immédiat, ces événements agissent comme des accélérateurs d'infrastructures. Pour accueillir les championnats, la ville est obligée de mettre à niveau son réseau cyclable. Et les pistes restent une fois la course terminée. Exactement. C'est une stratégie classique et super efficace pour financer des améliorations urbaines permanentes grâce à un événement temporaire. Bon, les sièges sociaux corporatifs, les trains électriques, les événements mondiaux, on s'y attend, ce sont des moteurs économiques évidents. Mais s'il y a un élément dans ces rapports qui m'a vraiment jeté par terre, c'est l'industrie des camps d'été. Ah oui, les chiffres sont surprenants. Quand on dit camp de jour, on s'imagine des enfants qui font des colliers de nouilles et qui courent dans un parc. Mais c'est un secteur macroéconomique lourd. On parle de plus de 250 camps sur l'île de Montréal, avec 150 millions de dollars de retombées économiques. On sous-estime toujours l'économie des loisirs. Les camps d'été, c'est plus de 8000 emplois. C'est très souvent le premier emploi des jeunes de 16 à 22 ans. Cette première expérience, elle est cruciale pour former la main-d'œuvre locale et éviter la fuite des jeunes talents. Mais le rapport mentionne que le vrai impact économique des camps, c'est au niveau de la rétention des familles en ville. Et là, j'ai besoin qu'on relie les points parce que je ne voyais pas le lien au début. En quoi un camp de jour empêche une famille de quitter Montréal? Il faut faire le calcul économique d'une jeune famille typique. Les deux parents travaillent, l'été arrive et paf, 2 mois de vacances scolaires. Oui, un vrai casse-tête logistique. S'il n'y a pas d'infrastructure abordable pour garder les enfants en sécurité, les parents ont 2 choix. Soit ils réduisent leurs heures de travail, ce qui pèse sur l'économie globale, soit ils payent une fortune en garde privée. Et la pression financière devient insoutenable. Exact. Et c'est souvent là qu'ils décident de vendre leur appartement en ville et de s'exiler loin en banlieue. Les camps d'été qui ont des tarifs modulés selon les revenus, comme le camp Cosmos au centre-ville ou la Maisonnée dans Villeray, qui aide beaucoup les nouveaux arrivants, ils annulent cette pression. Ah, je comprends. Avoir une offre de loisirs abordable pour les enfants, c'est le critère numéro 1 pour convaincre la classe moyenne de rester habiter sur l'île. Donc, l'animateur adolescent, avec son sifflet qui surveille la piscine du quartier, il joue littéralement un rôle central dans le maintien de l'assiette fiscale de la ville. C'est une perspective géniale. Et quand on prend un peu de recul, on voit que tout ça, ça pointe vers ce fameux concept dont on entend beaucoup parler, la ville du quart d'heure. Tout à fait. L'idée de la ville du quart d'heure, c'est que chaque citoyen devrait pouvoir combler ses besoins essentiels en moins de 15 minutes de marche ou de vélo. Donc travailler, se loger, s'approvisionner, se faire soigner. C'est ça. Et quand on regarde les investissements récents, comme le parc Montcalm avec ses 4 millions de budget, ou le parc Jean Martussy, qu'on combine ça à la sécurisation des accès au REM, aux voies cyclables pour les championnats du monde et aux tiers-lieux comme l'épicerie Monette, on voit la matérialisation physique de ce concept. Ce n'est plus juste une théorie sur un tableau blanc. Non, c'est un vrai maillage physique. On désenclave les secteurs pour réduire la dépendance à l'auto et on crée des écosystèmes locaux qui sont autosuffisants tout en restant parfaitement connectés au reste de la métropole. Bref, si on récapitule cette exploration détaillée des stratégies urbaines de ce mois d'avril 2026, la trajectoire est quand même impressionnante. On a commencé dans la poussière, sous l'autoroute 15, avec des terrains inconstructibles piratés pour devenir des pôles sportifs incroyables. On a décortiqué la mécanique de l'immobilier solidaire, qui économise de l'argent public en réduisant les interventions d'urgence. Exact. On a vu des citoyens financer leur propre épicerie avec des obligations pour sauver le patrimoine. Et on a compris comment tout ça s'articule avec les grands chantiers du REM et l'industrie insoupçonnée des camps d'été. Au final, ce panorama démontre qu'une ville ne subit pas fatalement sa croissance ou ses crises. Il y a une intention forte,
En investissant dans la valeur d'usage et en protégeant son tissu social, la métropole prouve qu'elle peut se projeter vers l'avenir avec beaucoup d'assurance. Et ça nous laisse avec une pensée particulièrement stimulante pour ceux qui nous écoutent, pour mijoter ça de leur côté. Si des zones qu'on considérait comme des nuisances insurmontables, comme le vacarme d'un viaduc en béton, détiennent en réalité la solution à nos besoins sportifs ou de gestion des eaux, quelles autres nuisances quotidiennes de nos quartiers qu'on déteste aujourd'hui pourraient en fait être transformées en nos atouts les plus précieux de demain? Il suffit apparemment de changer de perspective.